Bonjour, je veux d'abord remercier les organisateurs et organisatrices pour leur invitation et puis pour le plaisir de découvrir un paysage, un site à la fois historique et assez surprenant finalement dans cette région parisienne. Alors je voudrais me présenter extrêmement rapidement. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS dans la même unité que Léonard Laborie, CIRIS. Alors, CIRIS, ça veut dire Sorbonne, identité, relations internationales et civilisation européenne. Donc, en général, on met Sorbonne, Iris, comme ça fait très chic. Je suis aussi président du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie, qui est un comité qui est apparu au début des années 80 sous le nom d'Association pour l'histoire de l'électricité en France. Bien. Alors, comme j'ai moins de temps que mon camarade et ami Christophe, vieux complice depuis les années 80, on a joué un peu les anciens combattants tout à l'heure, je vais me lancer tout de suite et essayer de laisser un petit peu de temps aux questions. J'essaierai aussi de ne pas avoir un discours entre historiens, puisque là, je vois certains de mes collègues, c'est à vous que je m'adresse, qui est un public un petit peu différent de celui auquel je m'adresse d'habitude. Alors, sur un sujet aussi vaste que patrimoine de l'énergie en Europe, comprenez que j'ai dû faire des choix, des coupures, et que je n'ai absolument pas l'intention d'être exhaustif, c'est plutôt des flashs, un certain nombre de réflexions. Sur cette première diapo, vous voyez à gauche une centrale hydroélectrique italienne sur les bords de l'Adda, pas très loin de Lodi, une des batailles de Bonaparte, et donc dans la région de Milan, avec, donc c'est la société italienne Edison, et à droite, c'est le siège Couriot, dans la région de Saint-Étienne, et c'est aussi un musée, qui est consacré évidemment à l'exploitation du charbon dans cette région de la Loire. Alors, première réflexion, le patrimoine de l'énergie, tout de suite, peut-être les premières idées qui nous viennent, c'est de grosses usines, c'est quelque chose d'assez massif, d'important et tout. Il faut se dire aussi que c'est un patrimoine extrêmement vaste, à la fois matériel et immatériel. Pour le plaisir, j'ai mis à gauche de vieilles pompes à essence, il y aurait même encore plus vieux, des pompes manuelles, qui se trouvent en Caroline du Nord. Et à droite, alors peut-être avec les générations, vous êtes nettement plus jeunes que moi, mais c'est vrai que mettre un tigre dans son moteur, c'était devenu presque une expression. C'est une de ces publicités qui est entrée dans le langage et qui est en fait à l'origine une publicité de la société Esso. Donc, il faut imaginer que l'ensemble des usages de l'énergie, les publicités comme on voit, la science, par exemple la science électrique, tout cela, ça fait partie du patrimoine. Et donc, on se trouve face à un patrimoine extrêmement nombreux, de tailles différentes, d'âges extrêmement différents, et aussi, on faudra dire le mot, d'intérêts extrêmement variables. Donc, deuxième réflexion, pour faire très, très rapide, dans un vieux pays ou dans un vieux continent comme l'Europe, il est évident que les sites énergétiques peuvent remonter à très très longtemps. Je vais prendre deux exemples, ça tombe bien, Christophe en a évoqué un des deux, mais là on va faire très très vieux, dans la région de Fontvieille, où il y a le moulin de Daudet. Donc en Provence, il y a, donc ça c'est une maquette qui fait une reconstitution qui est au musée d'Arles. Il y a un ensemble de moulins, c'est des fouilles qui datent des années 30. Et cette reconstitution montre sur le côté, sur ma gauche, votre gauche aussi, l'utilisation d'une chute d'eau démultipliée avec des roues. Et ces roues permettaient d'entraîner des meules, et toutes ces meules permettaient de moudre du blé. On est quasiment dans de l'industriel, quasiment dans la série, et ça devait nourrir les grandes villes avoisinantes. Christophe donc a parlé du Basacle. Le Basacle,
Ça nous remonterait, donc c'est un moulin mu par la Garonne. Un intérêt, c'est que d'une part, comme ça a été évoqué, c'est un site EDF avec un site d'exposition et un site d'exploitation. Il y a même un endroit transparent qui permet de voir le passage des poissons. Et d'ailleurs, les silures se mettent au pied de la Garonne là, pour manger tous les poissons qui passent. Et vous avez des silures qui sont de taille assez impressionnante. C'est surtout aussi peut-être la plus vieille société par action de France et peut-être d'Europe. Donc là, on est sur des sites extrêmement anciens. Ce qui veut dire aussi que les moulins, que ce soit les moulins à eau ou les moulins à vent, sont très largement partie de ce patrimoine et pas pour les mêmes époques. Là, on a vu un exemple de l'époque gallo-romaine et bien sûr pour les moulins à vent d'une période plus tardive médiévale. Donc, par hasard, je me suis posé la question, il y a combien de rues à Paris qui portent le nom de Moulin? Je suis tombé sur 8 rues à Paris qui s'appellent le Moulin, sans compter Moulin Rouge, bien entendu. Et j'ai même découvert qu'il y avait une rue du Moulin des Lapins dans le 14e arrondissement. Ça laisse quand même rêveur. Alors, dans l'énergie, c'est sans doute l'un de ces moulins qui soit reconstitué ou qui soit plus ou moins, je pourrais ajouter les moulins à marée en Bretagne bien sûr, c'est quelque chose qui est assez bien conservé. Deuxième réflexion, qu'est-ce qu'on garde, pourquoi, et finalement qu'est-ce qu'on détruit? Alors, le patrimoine, ce n'est pas un terme qui s'applique à tout vestige du passé. Patrimoine suppose une mise en valeur, une utilisation, une réutilisation. Patrimonialiser veut dire inscrire dans une histoire un environnement économique et social. Cela veut dire interpréter pour sauvegarder et aussi pour présenter des leçons qui sont des leçons pérennes, comme par exemple l'utilisation de l'énergie. Si je prends l'inverse, la destruction, je ne vais pas vous faire une grande révélation de vous dire que quand même il y a eu plus de destruction que de conservation. La destruction a un sens. La destruction n'est jamais totalement neutre. La destruction peut être aussi une espèce de message pour dire nous sommes modernes et donc on va effacer toute trace du passé. Alors, ça veut dire que c'est un raisonnement un peu léger et un peu idiot, mais enfin c'est quand même un raisonnement de base qu'on retrouve. Ça peut être aussi la question d'effacer des mauvais souvenirs. Donc une fonction, je tue le passé pour mieux affirmer l'avenir. Et dans notre cas, puisque nous sommes dans le cas de bâtiments industriels, le bâtiment industriel, il y a une double image. Le bâtiment industriel, ça peut être la fierté de la production d'une région, ça peut être la fierté du travail, la souffrance, la domination de la peur, etc. La richesse d'un pays. Une cheminée qui fume, pendant très longtemps, ça a été le symbole d'un pays qui vit, qui se bat, qui est riche. Mais l'usine, en particulier ce qu'on appelle le shed, hein, ces toits en dents de scie, c'est pas l'expression architecturale, mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, aussi un symbole de l'usine, c'est aussi un symbole de la souffrance au travail, de l'exploitation, vous mettez les guillemets où il faut, de la contrainte, de l'aliénation, etc. Et là, vous aurez toujours, en particulier pour ce qui est industriel, pas forcément dans le secteur strictement énergétique, ce binôme qui n'est pas toujours facile à vivre. Alors, il y a évidemment, selon les pays, des différences assez fondamentales. Le pays qui, ça ne va pas vous étonner, qui sans doute a le rapport à l'industrie le plus charnel, le plus intensif et qui a gardé de grands souvenirs, c'est la Grande-Bretagne. C'est le pays qui est le berceau de la première révolution industrielle. Le 19e siècle, c'est quand même le grand siècle de la Grande-Bretagne, maîtresse des mers.
Et donc, c'est un pays où le fait de conserver l'industrie, les traces du passé, même parfois des traces modestes, hein, un rail, c'est intéressant, enfin deux rails plutôt. La France, on est dans des cas un petit peu différents. Pendant très longtemps, alors pour reprendre un petit peu les catégories de Léonard, il y a eu de l'indifférence. Pourquoi garder toutes ces vieilles pierres qui n'ont pas beaucoup de sens, etc. Et en fait, la prise de conscience, là aussi, elle est assez récente. Visiblement, on n'est pas dans l'énergie, mais peu importe, il y a eu un tournant. Et le tournant, ce sont les halles de Baltard. Vous savez que quand on a déménagé les halles de Paris, qui étaient au centre, vers Rungis, il y avait des halles qui dataient du Second Empire. Un architecte s'appelait Baltard. Et la décision a été prise de raser tout cela. C'était de la très très belle qualité architecturale au milieu du XIXe siècle, et tout est tombé, sauf un pavillon qui a été sauvé et que vous pouvez voir à Nogent-sur-Marne en ce moment. Il semble bien que cela a été un électrochoc. Et selon les pays, ces électrochocs peuvent varier. Il y a eu un cas aux États-Unis qui était à l'époque la plus grande centrale électrique du monde, qui était à Westport, je crois que c'est dans le Maryland, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Elle a été rasée finalement, mais quelque part, là aussi, le fait de la raser, ça fait comprendre qu'il y avait une sauvegarde nécessaire du passé. Alors en France, a pris différents exemples. On peut citer la création des écomusées, dont le premier est celui du Creusot, vous pouvez toujours visiter. Et donc, les bâtiments industriels se sont ajoutés au patrimoine général de la France. Mais soyons clairs, je ne vais pas vous donner de statistiques parce que les chiffres que j'ai trouvés ne correspondent pas toujours, mais disons que sur 100 monuments conservés, les bâtiments industriels ne doivent pas représenter plus de 5 à 10%. On est quand même très très loin du patrimoine religieux, par exemple, pour rester dans l'actualité. Troisième point, alors, le secteur de l'énergie est un secteur spécifique. Le premier point, c'est que très souvent, ces installations sont énormes. On va rester sur le domaine de la production. On a parlé de Fessenheim. Que va-t-on faire de Fessenheim? À EDF, on ne démolit pas, on déconstruit. Est-ce qu'il en restera quelque chose? Bon, peu importe. Les centrales thermiques, il n'y a pas très longtemps, j'ai visité une centrale à charbon qui est dans le nord de la France, à Bouchain, qui va être rasée. Elle est intéressante, mais bon, visiblement, personne n'a envie de la garder, et donc elle sera rasée. Une raffinerie, qu'est-ce qui va garder une raffinerie? Est-ce qu'elle a un intérêt historique? Je suis très très vieux, une raffinerie. Est-ce qu'elle a un intérêt esthétique? On verra toutes ces questions. Quand il s'agit d'un bâtiment, par exemple de l'industrie textile, c'est beaucoup moins compliqué. Ce bâtiment, on garde la façade, et finalement à l'intérieur, on y fait des logements, on y fait un centre commercial, ce que vous voulez, un bowling, n'importe quoi, mais ça pose moins de problèmes. Dans une raffinerie, il faut avoir comme pas mal d'imagination pour se dire qu'on garde. Donc la réflexion qu'il faut avancer, c'est une réflexion par pays, comme je l'ai indiqué, par énergie, par époque. Il peut y avoir là aussi des initiatives locales. Je pensais véritablement que mes collègues allaient parler de la vallée de la Romanche. Ils n'en ont pas parlé, résultat, je ne peux pas vous la montrer. Dans la vallée de la Romanche, il y a des petites centrales hydroélectriques, dont une qui s'appelle les Vernes. Je ne sais pas s'il y a des Grenoblois parmi vous. Et les Vernes, alors bon, c'est joli, nous l'avons visité il y a quelques années. C'est une petite centrale d'1 ou 2 mégawatts. Bon, vous voyez, c'est pas très gros. Mais sur le plan architectural, il est extrêmement intéressant. Il y a surtout un bâtiment annexe avec un escalier à double ou triple volute dans le style Renaissance, qui est quand même assez étonnant. Ça, on va le garder. Mais dans la vallée de la Romanche, il y a 3-4 centrales du même acabit. Il y a des chances que ça soit rasé
puisque déjà EDF a un projet d'une centrale beaucoup plus importante et largement souterraine. Donc vous voyez, ce n'est pas simple, et dans ces questions de conservation, il y a aussi des considérations terre-à-terre, mais dont je vais me débarrasser tout de suite. Le prix du mètre carré. Vous imaginez un vieux bâtiment, ça sera ma conclusion, par exemple sur les bords de la Seine, à Paris. Vous imaginez le prix du mètre carré, ça veut dire que ce prix est gelé, enfin ce mètre carré est gelé. Ça peut être aussi les coûts de rénovation, etc. Donc en fait, vous avez toute une série d'arguments pour ne pas conserver. Et ce que je vais vous montrer, c'est parfois une véritable volonté, mais c'est souvent parfois des miraculés. Alors, faisons un petit tour de France et d'Europe. Alors, il y a certaines énergies dont on n'a pas parlé. Nous sommes à Paris. À Paris, longtemps une particularité, c'était un réseau d'air comprimé, qui était important, qui n'a pas totalement disparu. Et l'usine que vous voyez était l'usine principale de la SUDAC, la Société de l'air comprimé. Et cette usine a été conservée, et en 2007, elle est un peu l'emblème au milieu de la nouvelle école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus de machines. Le problème, c'est qu'on peut passer 10 fois devant, vous avez une belle enveloppe, sympathique et autre, mais la fonction elle-même, eh bien, ça ne se visite pas, ça ne se voit pas. Et vous allez voir que c'est un discours que je ferai de façon un peu récurrente. Alors, sur l'électricité, j'avais l'intention de passer un peu plus vite, parce que j'étais à peu près persuadé que mes collègues en parleraient, mais il y a tellement de choses à dire sur l'énergie que, j'ai un œil sur ça, je devrais tenir à peu près les temps, on ne peut pas tout dire. Ici, vous avez deux exemples qui sont d'anciennes centrales électriques. Ce qui est assez amusant, c'est au fond, on retrouve la même problématique. À gauche, c'était l'usine de Bankside, qui maintenant est la Tate Modern. Vous l'avez peut-être visité à Londres. Vous entrez, si on ne vous a pas dit que c'est une ancienne usine électrique, personne ne le sait. Alors en regardant bien, on voit peut-être, je crois, dans un coin, il y a des ponts roulants. Bon, très bien. Mais même, j'ai vraiment cherché, là, quand j'étais allé, il y a quand même très peu d'allusions à la fonction initiale. Ce qui compte maintenant, c'est que c'est un musée d'art contemporain. À droite, alors bon, la photo est... Pour ceux qui sont au fond, ça ne peut pas être tellement évident. À droite, c'est la cité du cinéma de Saint-Denis. C'était une ancienne centrale électrique, extrêmement monumentale et importante. Besson a gardé la partie centrale, mais quand même, il y a un turbo-alternateur au milieu, sauf qu'il a été graffité dans toutes les couleurs, et que là, bon, autant je me rappelle, la turbine à vapeur est intacte, et l'alternateur est coupé en deux. Donc c'est pour des raisons qui m'échappent totalement. Et ça a été peinturluré. Et là aussi, on a fait la visite, je crois que Léonard était là. Dans la visite, on nous a redit tout le bien qu'il fallait penser de M. Besson. Je ne suis pas contre. Mais l'origine, quand même, de cette usine, là aussi, on a toujours un peu l'impression d'une coquille pas complètement vide, mais d'une belle enveloppe. Et vous comprendrez bien que d'un point de vue patrimonial, ça peut être ennuyeux. Alors, autre choix électrique, à gauche vous avez le musée d'électricité, qui est celui d'Electropolis à Mulhouse, qui est construit, alors c'est un musée où vous allez trouver toute l'histoire de l'électricité et des usages de l'électricité, pas que de la science, mais qui est construit autour d'une énorme machine Sulzer Braun-Boveri, qui date de 1900, qui avait été exposée à l'exposition universelle de 1900, qui est revenue à Mulhouse, qui servait les usines DMC de coton, et qui tourne. Alors bon, c'est du faux, bien entendu, mais qui est éclairé, il y a des films, alors
je pèse mes mots, c'est sûrement unique en Europe. Si vous avez l'occasion de passer à Mulhouse, certes, il y a le musée du chemin de fer, certes, il y a le musée Schlumpf pour les voitures, mais franchement, Electropolis, ça vaut aussi le coup d'œil. Bon, alors là, on pourrait dire, ben voilà, ça c'est pas trop mal, on a conservé quelque chose, au moins une machine. À droite, vous avez ce qui s'appelle les Dock 76 à Rouen. La partie rouge, c'est une ancienne usine thermique. Ils ont gardé juste une partie de l'usine, les bâtiments les plus jolis, et tout ça est devenu un centre commercial et un centre de loisirs. Là aussi, le rapport avec l'électricité échappe un petit peu. Mon exemple favori, c'est celui-ci. Nos amis italiens ont comme quelques qualités, et en particulier, ils ont osé mettre des statues qui viennent du musée du Capitole dans une ancienne installation électrique dans la banlieue de Rome qui s'appelle Monte Martini. Et donc, je pense que vous êtes un peu loin, etc. Mais enfin, vous voyez cette juxtaposition de ces merveilles de l'Antiquité. Alors, c'est pas posé dans l'usine. L'usine, vous voyez, la diapo de droite, elle est recomposée, il y a une mise en scène, il y a une scénographie, de façon... mais en tout cas, vous visitez l'usine et vous voyez ces statues, et la présentation de l'usine, c'est des dieux et des machines. C'est une très jolie expression. C'est sans doute un des exemples les plus intéressants qui soit. Quittons l'électricité. Alors, pour le charbon, il y a énormément de... Alors, je ne parlerai pas de la Ruhr, puisque ça sera évoqué tout à l'heure, mais on va prendre quelques exemples. L'exemple du Nord-Pas-de-Calais est intéressant, puisque ces installations ont été classées au patrimoine de l'UNESCO. Pas tous les jours qu'on classe des installations industrielles. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez les motifs de classement à l'UNESCO de cette région, et en particulier du centre de Leeuwarden, il est dit que c'est certes, il y a les installations minières, il y a les terries, je ne prononce pas le L dans le nord, etc., les chevalements, etc., mais aussi un style de vie solidaire. C'est marqué en toutes lettres. Un style de vie solidaire, ce sont les corons. Et c'est aussi toute une image. Ce n'était pas que la production de charbon, c'était aussi un style de vie. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors à gauche, vous avez une visite par une classe, et à droite, on voit bien que les trois bâtiments du centre ont été construits a posteriori, dans un style différent, et qu'à l'inverse, vous avez des bâtiments industriels plus... je passe sur le charbon, que ce soit en Lorraine, que ce soit le bassin à Carmaux, de Casseville, etc. Vous avez, à Alès, vous avez des musées de la mine assez fréquemment. Alors, maintenant, un mot sur le pétrole. Le pétrole et la pétrochimie, je vous l'ai dit, c'est pas du tout évident. Que faire d'une raffinerie? En général, très peu de raffineries qui sont réutilisées. Là, vous avez un exemple en France. On a laissé donc, dans une raffinerie qui était à l'abandon, je crois que c'est la basse vallée de la Seine, là j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois que c'est la basse vallée de la Seine. On a laissé des taggers agir, donc mettre de la couleur, et il y a des concerts. Donc vous voyez, là aussi, le rapport entre les tags, la musique et la fonction, c'est pas du tout évident. On a l'impression, là encore, une fois, d'une jolie enveloppe, les raffineries. Christophe disait que les notions de beauté sont extrêmement relatives, mais enfin bon, j'ai rarement vu quelqu'un tomber en pamoison devant une raffinerie. Alors, c'est posé le problème aussi pour le site de Lac, dans le Béarn, qui est un site qui était extrêmement occupé dans les années 60-70 et qui se réduit comme peau de chagrin. Et en se réduisant, eh bien, toute la partie historique disparaît. Mais il y a une très grosse enquête
que Christophe connaît bien, il y a une grosse enquête pour véritablement répertorier, connaître et dans une certaine mesure sauver ce patrimoine qui est spécifique, puisque Lac a été l'origine du passage au gaz naturel de la France. Et pendant longtemps, on ne disait pas le gaz naturel, on disait le gaz de Lac. Si je passe au pétrole, alors bon là c'est pas très visible, si vous cherchez un musée sur le pétrole en France, vous allez avoir un peu de difficulté. Il y a un musée qui se trouve à Crèvecoeur en Auge, donc ça doit être dans le Calvados si je ne dis pas de bêtises, et qui est le musée Schlumberger. Les Schlumberger sont ces frères alsaciens qui ont découvert le moyen, par des systèmes électriques, de connaître un petit peu le sous-sol et par certains éléments de dire qu'il y a des indices pour qu'il y ait du pétrole ou du gaz. Ce musée, il n'y a pas grand-chose, il y a un camion de prospection, il y a quelques instruments, et la fréquentation est quand même pas très lourde. À Pechelbronn en Alsace, il y a un petit musée extrêmement discret, puisqu'il y avait le plus vieux gisement de pétrole d'Europe, il est en France, il est en Alsace. Alors à droite, les Norvégiens ont fait beaucoup mieux. À Stavanger, il y a un énorme musée, mais c'est un musée, je dirais, il n'est pas basé sur des installations existantes, mais pour rappeler un petit peu. Alors, je vais terminer et rester un peu plus longtemps sur une industrie qui est chère à au moins une personne dans la salle, qui est à la fois intéressante parce que c'est une industrie qui a disparu, une industrie qui existe toujours. Au XIXe siècle, on distillait la houille, et cette houille donnait du gaz, et ce gaz était stocké dans ce qu'on appelle des gazomètres. Et là, c'est quand même très intéressant. En France, qui était une grande nation gazière, pratiquement tous les souvenirs de l'industrie gazière ont disparu. Il y avait un magnifique gazomètre à Toulouse qui a été, je me rappelle, j'avais été invité un jour, et il y avait sur les murs la photo de la destruction du gazomètre. Et je me rappelle avoir dit, c'est quand même bien triste, il aurait fallu au moins en garder un. Et alors j'ai eu cette réponse, non, il faut être moderne. Et puis c'était en plein centre de la ville, là, le mètre carré était cher et tout. Et puis d'ailleurs, EDF a pris la place. Donc, très bien. C'est un peu une exception. Beaucoup de pays en Europe, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Grèce, en Allemagne, ont décidé de mettre en valeur ces gazomètres. Ici, alors bon, la diapo est un peu petite, mais vous avez à Vienne, il y avait 3, je ne me rappelle plus s'il y en a 3 ou 4, gazomètres absolument magnifiques, qui ont été conservés, transformés soit en appartements, soit en zones commerciales, etc. Mais c'était vraiment une rénovation extrêmement intéressante, avec des gazomètres qui étaient souvent d'une architecture intéressante. Autre exemple, le quartier Gazi, à Athènes. Le quartier a gardé presque toutes ses installations gazières. Donc vous avez un petit gazomètre à gauche, vous voyez une jolie vue de nuit très colorée, avec des cheminées, etc. Il paraît que c'est le quartier branché d'Athènes, quartier branché avec des grosses fêtes, donc à droite c'est une fête. Et là aussi, bon, conservation, souvenir, le nom même du quartier veut bien dire qu'on rend hommage à cette industrie disparue, mais on en est un peu toujours dans la belle enveloppe un petit peu vide. Alors je passerai très rapidement, puisque vous allez en parler, sur la Roure, qui est un exemple très intéressant, mais comme il va être développé, je n'en parle pas plus. Mais vous voyez que là, vous avez aussi une réutilisation à l'intérieur et à l'extérieur des gazomètres. Ça devient des œuvres d'art, c'est extrêmement intéressant. Encore faut-il bien sûr regarder les gazomètres, ne pas avoir fait comme en France. Alors, en conclusion, j'aurais à peu près tenu le temps qui m'était imparti. Enfin, juste un petit mot d'abord sur les autres énergies. Il va se poser la question de ce qu'on va garder,
des énergies, j'allais dire, nouvelles. Pour le nucléaire, on a beaucoup parlé de Chinon, vous avez dû voir dans la photo une espèce de grosse boule. Chinon, c'est un musée de l'atome. Je ne sais pas ce qui va rester de Fessenheim, je ne sais pas ce qui va rester des monts d'arrêt, etc. Dans la mesure où ce sont quand même des bâtiments qui posent quelques petits problèmes de sécurité, surtout vers le cœur. Est-ce qu'on va garder des champs d'éoliennes, un champ d'éoliennes à titre muséographique? Est-ce qu'on va garder une zone avec des panneaux solaires? Est-ce qu'on va garder une installation géothermique? Je n'en sais rien. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu tôt pour y penser. Oui, mais si on y pense trop tard, ben, ça fera comme pour le gaz, la question ne se pose plus puisqu'il n'y a plus rien à voir. Alors, en conclusion, patrimonialiser, donc, ça suppose un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est connaître. Et là, les historiens avec leurs moyens, doivent montrer un petit peu toute l'histoire du site et, dans une certaine mesure, l'intérêt patrimonial. La deuxième, et là où c'est bon, là, je dirais, ça ne pose pas trop de problèmes. Deuxième étape, protéger. Protéger parce que ça part en morceaux. Ça part en morceaux. Au tout début de ma carrière, je me rappelle avoir fait partie d'une commission qu'est-ce qu'on allait faire d'un haut fourneau en Lorraine. Alors tous les historiens, oui, il faut le garder, il faut le garder. Et puis il y avait un industriel qui a dit, moi ça me coûte tant, si un petit morceau de ferraille qui tombe de 30 mètres sur un visiteur, c'est moi qui suis responsable. Donc pour moi c'est plus simple, on rase tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? On peut se tourner vers l'État, mais l'État, le ministère de la Culture, comme vous le savez, n'est pas un ministère très très riche. Alors, protéger, en effet. Troisièmement, une fois qu'on a fait la protection, c'est véritablement prendre toutes les mesures pour conserver. C'est-à-dire peut-être de temps en temps reconstituer certaines parties qui avaient disparu. Et puis, une fois que la restauration est faite, restauration qui doit être faite à partir des travaux des historiens, eh bien, il faut interpréter, il faut redonner vie, et il faut montrer. Et c'est là qu'il peut y avoir, entre l'environnement local et ce souvenir de l'industrie, un lien indéfectible. S'il n'y a pas ce lien, s'il n'y a pas ce lien charnel entre des habitants, des travailleurs et de ce site, ben, ça devient très difficile. C'est là où on voit bien la différence entre le Var, le Nord-Pas-de-Calais, où il y a une fierté d'un travail très dur, mais qui était aussi la richesse. Femme de mineur, femme de seigneur, hein, c'était le proverbe de l'époque. Donc ça veut dire qu'il faut sensibiliser, et il faut sensibiliser les pouvoirs publics, que ce soit locaux, régionaux, nationaux, européens, ou je ne sais quoi, de façon à avoir de l'argent. Alors, après, se pose la question toute simple. On conserve le site parce que on veut montrer quelle était cette industrie, ses buts, sa façon de travailler, ou bien on reconditionne, ce qui est un moyen aussi de sauvegarder. Les archives du monde du travail qui sont à Roubaix, par exemple, c'est une ancienne usine textile. Tout le centre, enfin tout le cœur a été vidé et on y a mis un centre d'archives. Alors je ne l'ai pas pris puisqu'on n'est pas dans l'énergie, mais c'est une espèce de petit château médiéval façon 19e siècle, en briques. Sur le plan architectural, c'est très intéressant. Mais on peut aussi faire un centre commercial, enfin il y a des tas de solutions. Par exemple, la Noisielle, en région parisienne, Nestlé a plus ou moins fait de Noisielle, qui est un bâtiment du 19e siècle, le siège social de sa filiale France. Donc il y a toute une série de solutions, même si, et ça sera ma dernière diapo, il y a essentiellement des sauvegardes. Ici, je vous ai mis une très belle installation, c'était l'usine du quai de la Râpée, qui alimentait en énergie le métropolitain de Paris. C'est un souvenir parce que je l'ai vu, cette usine, elle était sur le plan architectural intéressante, enfin vous voyez quand même un peu la dimension. On est quai de la Râpée entre la gare de Lyon et la Seine. Bon,
voyez un petit peu l'intérêt. Ça n'a pas fait ouf, hein, ça a été démoli. Malgré les protestations, ça doit être une des premières pétitions que j'ai signées, strictement rien. Il en reste un petit quelque chose, puisque vous avez un siège de la RATP qui est là, mais pour le reste, ce sont que des immeubles modernes, qui ne sont pas vilains, mais bon. Il n'y a même pas le souvenir de cette usine, qui était une des plus grandes usines, et qui pendant des dizaines d'années a permis d'alimenter le métropolitain. Alors ce que je disais, c'est que, en particulier en ville, la plupart du temps ces usines sont en ville, la pression foncière est extrêmement forte. Et alors, ça me gêne de dire ça aujourd'hui, parce que évidemment j'avais préparé une conclusion, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais vous comprendrez facilement qu'une vieille usine comme ça, qui crachait du feu et qui faisait suer les ouvriers, c'est moins glamour qu'une grande cathédrale. Voilà. Merci. On peut se demander si dans les différentes étapes que vous proposez, parler d'abord de l'intérêt patrimonial, de protéger, et puis ensuite de prendre toutes les mesures pour conserver, et enfin de travailler les liens avec la restauration, et surtout le lien avec les gens que ça peut intéresser. On peut se demander si on ne peut pas aussi... donc qui concerne plus le paysage finalement pour cette dernière étape, dans quelle mesure on ne peut pas aussi le remettre un peu en amont, c'est-à-dire que se poser la question dans quelle mesure le projet de paysage ne peut pas aussi être présent dès la première étape pour justement faciliter les étapes de protection, de réhabilitation et même tout simplement de garder l'intérêt patrimonial. C'est un peu, on a fait un travail justement avec RTE, c'était une recherche action de cette année, justement sur la vallée de la Romanche, où une usine, l'usine de Bâton, qui fait partie du chapelet en fait, d'infrastructures de production énergétique, donc d'EDF, va être voisine bientôt d'un poste RTE. Et la création de ce poste-là remet en question finalement le lien avec cette petite usine qui est mise à l'abandon en fait, parce qu'il y a déjà beaucoup de patrimoine finalement dans cette vallée et peu de moyens en fait pour l'entretenir. Et donc là, par une intervention de travail de paysagiste, il y a ce lien qui peut être fabriqué voilà, sur commande aussi d'un transporteur d'électricité qui a des infrastructures qui sont en cours. Donc on fait le lien entre le passé et le présent. Et voilà, c'est une proposition, mais je ne sais pas si vous avez d'autres exemples qui pourraient aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Loire, qui est intéressant parce que bien sûr il y a les installations, il y a les courons, il y a toute une vie, il y a des jeux, enfin, etc. Il y a une langue, tout ça doit être mis en... Alors quand il s'agit après de la vallée de la Romanche, puisque visiblement cette vallée est bien connue, alors, vous avez des chapelets, alors par exemple pour les usines hydroélectriques, c'est un chapelet de 4 usines. Alors après, bon, c'est toute la question, c'est la définition du paysage. Les Vernes, vous pouvez passer 15 fois sur la route, vous ne verrez pas la centrale hydroélectrique. Tout simplement parce qu'elle est en contrebas. Je me rappelle, on l'a visité, on est au moins 3 ici à l'avoir visité, elle est en contrebas, on ne la voit pas. Donc il faut descendre au bord du torrent pour la voir. On n'est pas, oui, on est dans une logique industrielle, avec les conduites forcées et tout ce que vous voulez, pas tout à fait dans une logique de paysage. Après, ce matin, ce que je disais sur les barrages hydroélectriques, là, on est en effet sur quelque chose, sur l'acceptation, il y a un problème d'acceptation sociale, par définition dans un paysage. Donc la plupart de mes exemples, je veux dire, les usines n'étaient pas à la campagne. L'exemple de la Romanche est un petit peu particulier. La plupart de ces usines étaient parfois au cœur de la ville, parfois dans une... Prenons la région parisienne que je connais un peu moins mal que les autres. Il faut imaginer toute cette ceinture d'usines qu'il y avait dans le nord de Paris, dont un héritage, un petit héritage encore. Donc là, on était parfois même à l'opposé de l'idée même de paysage. Ça donnait une espèce de juxtaposition de bâtiments qui n'avaient pas de lien de style, etc. Avec une certaine laideur qui était liée à la fumée, au noir. Donc,
il y avait sans doute pour les ouvriers un amour de l'outil du travail, mais pas forcément de l'enveloppe qui était autour de l'outil. Vous voyez un petit peu, je ne veux pas jouer sur les mots, mais je pense qu'un ouvrier digne de ce nom a un attachement à son outil de travail, pas forcément à l'enveloppe qu'il y a autour. Mais vous avez raison, si le fait d'introduire tout de suite le paysage de façon à séduire en particulier les pouvoirs locaux, parce que dans le cas de la Romanche, c'est un jeu de la patate chaude. C'est à EDF de payer, EDF dit non, c'est aux collectivités locales, etc. Enfin bon, ça risque de très mal se terminer. Enfin bon, c'est à peu près certain que ça va, à part les Vernes, qui ont simplement un petit intérêt de curiosité. Jean-Jacques Noël, Tomaro. J'aurais simplement voulu évoquer un exemple par rapport à ce que vous venez de dénoncer, c'est Los Angoel. Los Angoel donc, fait partie un petit peu de ces villes minières qui essayent de sauvegarder la mémoire des terrils, la cité minière, etc. Mais il y a eu une certaine intelligence dans la transition justement de ces unités. Avec une municipalité, c'est vrai, qui est assez... c'était une réflexion, j'aurais voulu avoir votre opinion sur cette transition qui a été faite à Los Angeles. Sur le bassin minier qui a été conservé par l'UNESCO, il y a eu une alarme, une alerte, c'est que cet ensemble qui a été classé est mal entretenu. Parce que là, on arrive aussi à des... Là aussi, l'actualité montre que l'entretien d'un bâtiment historique, c'est assez compliqué. Et là, on n'est même pas sur un bâtiment, on est sur un ensemble géographique qui est très large. Et l'UNESCO a dit, si vous n'entretenez pas mieux, on va vous déclasser. Oui, c'est pas gagné d'une façon éternelle. Donc je connais pas je connais Lens, mais je connais pas cet exemple. Mais non seulement il faut sauvegarder, et ensuite, il faut entretenir, etc. Et donc, il faut un mouvement. Là, on est encore, les derniers mineurs, il y a encore des mineurs vivants, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une génération? Il n'y aura plus de mineurs qui pourront vous raconter la silicose, les coups de grisou, etc. Donc, là aussi, vous voyez, la mémoire orale va disparaître, et ça ne sera plus qu'une mémoire livresque. Ça aussi, c'est un vrai problème. Ce qui fait la force, je me rappelle avoir visité à Alès des installations minières, avoir un vrai mineur qui vous racontait exactement ce qui se passe, faut regarder le site d'une autre façon. Et ça va disparaître. Et rapidement, Rémi. Oui, j'avais une question, vous parlez de lien charnel entre le patrimoine et les habitants et travailleurs. Est-ce que vous pensez à des outils spécifiques pour recréer ce lien quand il a disparu, quand les travailleurs ne sont plus là, quand le patrimoine est tellement invisibilisé que finalement les habitants n'en sont plus conscients et n'ont plus de relien direct avec lui? Très, très rapidement, je crois que c'est à la fois les visites des élèves, les plus jeunes, ça peut être, par exemple dans le Nord, entretenir le souvenir des orphéons, des orchestres, des fanfares, c'était une spécificité. Donc essayer de maintenir, d'encourager tout cela, ça veut dire que les enseignants, ça veut dire que les scénographes, ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre, avoir pas mal d'imagination, mais peut-être maintenant plus saupoudrer sur 50 initiatives, mais avoir peut-être une ou deux initiatives fortes. Le jour de la Sainte-Barbe, rappeler que c'était la fête des mineurs. Enfin oui, il y a des choses peut-être aussi simples que ça, je sais pas, moi je réponds à chaud, mais par exemple, une fanfare, les fanfares autrefois, les mineurs défilaient en uniforme, enfin en costume de travail, avec, pourquoi pas. Je l'ai vu et je terminerai après. Et en 2006, il y a eu le centenaire de la catastrophe de Courrières, qui est la catastrophe industrielle la plus grave de France, 1099 morts, c'est effrayant. Et donc il y a eu une réunion de tous les mineurs d'Europe. Et je vois comme si j'y étais, les mineurs français dans leur tenue, les mineurs marocains,
les mineurs polonais qui avaient tous la Sainte Vierge au-dessus de la tête. Enfin, chez nous, c'était plutôt la CGT, le foulard rouge. Enfin, peu importe, tout ça a été mêlé dans l'unité, tout simplement, de gens qui avaient connu les mêmes épreuves. Et donc, oui, une fête internationale comme ça donne du lien. Bon, c'est mieux ne pas commémorer que des catastrophes. Merci, Bertrand.